Le véhicule le plus vendu à travers le monde, les 2 dernières années, c'est lui, le Tesla Model Y. La première génération a été lancée en 2020 et elle a connu un succès énorme en France et dans le reste du monde, grâce notamment à ses technologies, ses performances, son autonomie, son habitabilité et surtout un prix très compétitif et attractif. Il est vrai qu'entre 2023 et 2024, il y a eu une baisse assez significative, puisqu'en 2023, il s'est vendu 1,23 million de Tesla Model Y à travers le monde et 1,09 million en 2024. Cette baisse du nombre de véhicules vendus, elle s'explique par 2 principaux facteurs. Le premier, c'est le fait qu'il y a eu une concurrence accrue de la part de constructeurs chinois qui sont arrivés avec une offre assez attractive, là aussi en termes tarifaires, et aussi à la spécificité de certains marchés, notamment l'Europe, où en Europe, entre 2023 et 2024, il y a eu certes une diminution des voitures électriques d'environ 2% en termes de volume de vente. En revanche, il y a eu une augmentation de 1% du volume de vente si on considère tous les types de moteurs qui sont commercialisés en Europe. Donc face à ces défis, Tesla se devait de réagir. C'est pour ça qu'il lance cette nouvelle génération du Tesla Model Y, qui arrive avec une expérience de conduite améliorée, des nouvelles technologies, des performances encore meilleures, et puis surtout une autonomie qui, là aussi, est plus élevée que sur la précédente génération. Mais qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle génération? Quelles sont toutes les améliorations qu'elle propose par rapport à celles lancées en 2020? Est-ce qu'il va continuer à s'imposer face à cette concurrence qui commence à avoir une offre ultra compétitive? Et surtout, est-ce qu'en 2025, il va pouvoir trôner à la première place de la voiture la plus vendue à travers le monde? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo. Donc s'il vous plaît les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est vraiment super important. Bien sûr, pour répondre à toutes ces questions, je vais vous détailler toutes ces caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies, son tableau de bord. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai cet essai très détaillé en vous donnant ses défauts et aussi ses qualités. Et je le comparerai bien sûr à tous ses concurrents pour vous dire est-ce qu'il a encore des chances en 2025 de réaliser cet exploit, de venir juste devant la mythique Toyota Corolla qui est au passage la voiture la plus vendue de l'histoire, toute génération confondue bien sûr. Et ça, ce sera la réponse que je donnerai en fin de vidéo. Et vous allez voir que la réponse n'est pas forcément évidente. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est super important, mais surtout, mettez un pouce bleu. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu les dernières semaines et ceux qui vont jouer le jeu dans cette vidéo. Ça m'aide énormément pour mettre en avant ces vidéos et vous proposer du contenu toujours plus incroyable et exclusif. Donc mettez-moi un pouce bleu les amis. Merci à tous. Et aussi, abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ces comptes d'ailleurs, donc merci encore. Vous êtes prêts? Ceux qui aiment le Tesla Model Y, cette vidéo, elle est faite pour vous. Je voulais vous partager une offre en location longue durée avec le sponsor de notre vidéo, la société BIV, que je remercie. C'est grâce à eux que je peux vous faire ce tournage. Donc merci à toute l'équipe qui a été super réactive au passage pour avoir à disposition cette nouvelle génération du Model Y. Alors la société BIV, je vous donne 2-3 informations. C'est une société qui est spécialisée dans la mobilité électrique pour les professionnels et qui leur propose des solutions d'accompagnement de A à Z, clé en main. Chez eux, en gros, vous pourrez choisir en fonction de votre besoin et de vos capacités le type de financement, LOA, LLD, Crédit Buy. Ils ont même la possibilité d'installer soit sur votre site, soit chez vos collaborateurs une borne de recharge. Ils ont un outil de gestion de votre flotte qui est dédié et surtout, vous n'avez qu'un seul interlocuteur avec lequel échanger pour toutes les problématiques que vous pourrez rencontrer. En gros, pour vous la faire simple, ils vous permettent de passer à l'électrique sans prise de tête. L'offre qu'ils proposent en location longue durée sur cette nouvelle génération du Tesla Model Y en version propulsion. Celui que j'essaye, c'est un grande autonomie transmission intégrale, je tiens à le préciser. L'offre, elle est sur la version propulsion de cette nouvelle génération. En LLD, sur 49 mois, avec 40 000 km, donc 10 000 km par an, avec entretien, assistance 24 heures sur 24, garantie perte financière inclus dans le financement, sans apport, il sort, écoutez bien, à 629 € TTC par mois. Comme à chaque fois, je prends vraiment le soin de checker toutes les offres concurrentes
C'est une offre qu'on a reçue avant-hier seulement. Et de voir qu'on est bien le moins cher sur le marché. Donc faites le test. À l'heure où je vous parle, on est les moins chers. 629 € TTC par mois. Et quand vous allez voir la dotation de série du véhicule, vous allez juste halluciner, surtout que c'est sans apport. Et si vous commandez en ce moment, Biv vous fait une remise de 200 € sur l'installation de votre borne de recharge. Ou sinon, il vous offre un câble de recharge d'une valeur de 200 €. Donc je vous ai mis en description de cette vidéo YouTube un lien. Vous avez juste à cliquer sur ce lien si vous êtes intéressé et à remplir le formulaire et vous serez recontacté dans les plus brefs délais. À vous de jouer maintenant. Le succès est quand même incroyable à travers le monde, que ce soit pour le modèle Y, mais aussi pour toute la gamme Tesla, puisqu'en 2024, c'est 1 789 000 véhicules vendus à travers le monde. Si on prend tous les modèles confondus, modèle Y, modèle 3, qui représentent l'immense majorité des ventes, et ensuite il y a modèle S et modèle X, mais c'est une infime partie du volume. C'est quand même 1% de moins par rapport à l'année 2023, qui a été la meilleure année pour le constructeur américain, puisqu'il s'était vendu 1 808 000 véhicules à travers le monde. Et si on se concentre sur la France, en 2024, juste sur le modèle Y, c'est 28 577 unités vendues. Donc c'est loin devant la Peugeot i208 qui est deuxième et la Renault Mégane E-Tech à quelques milliers d'exemplaires près quand même. Donc c'est pas rien. L'avance, elle se joue pas à quelques centaines d'exemplaires. Mais 28 577 unités du modèle Y en 2024, c'est 16% de moins qu'en 2023. 2023, c'était vraiment leur meilleure année. Alors cette nouvelle génération, bien sûr, il y a 70% de composants qui ont été renouvelés, l'aérodynamisme il a été retravaillé, il y a aussi la sécurité en cas de collision qui a été accrue sur cette nouvelle génération. On a aussi l'insonorisation, ça je vais y revenir dans la partie de l'essai routier, et puis surtout, vous allez le voir, le confort. On a toujours les caméras en haut du pare-brise qui permettent d'utiliser les systèmes d'aide à la conduite, ainsi que le mode sentinelle. Je vous en reparlerai aussi dans cette vidéo. Un capot qui est plus plat que sur l'ancienne génération avec deux galbes latéraux qui sont beaucoup plus marqués. Bandeau horizontal LED qui arbore un design caractéristique. Il s'inspire des designs iconiques du Cybertruck et du Cybercab. Et ça lui va beaucoup mieux, on va pas s'en plaindre. On a des entrées d'air latérales avec un design spécifique, qui sont pas factices, qui intègrent des feux adaptatifs qui sont beaucoup plus fins que sur l'ancienne génération. Là aussi, ça lui va mieux au niveau du dessin des projecteurs. Très large entrée d'air centrale pour le refroidissement de la batterie et des moteurs, avec une nouvelle caméra qui va vous offrir une vue élargie vers l'avant, directement depuis l'écran central. Il faut savoir qu'elle est équipée d'un lave-glace et d'un chauffage intégré afin d'éviter la condensation, et ça permet aussi le dégivrage par temps froid. Jantes de 19 pouces de série, celle qui équipe notre modèle d'essai. Pour 2100 €, vous pourrez avoir les jantes Helix 2.0 qui font une taille de 20 pouces. Et puis pour 2200 €, vous pourrez opter pour des pneus hiver avec des Pirelli Soto 03, parfait pour les routes enneigées. Sachez qu'aussi par rapport aux jantes, il y a beaucoup d'enjoliveurs qui sont proposés sur internet en aftermarket. Et puis si vous souhaitez un peu plus de look, vous pourrez retirer ces enjoliveurs gris et mettre un cache d'écrou central sur la roue. C'est aussi disponible à l'achat, ce genre d'option, et ça rajoutera un petit peu de look à votre voiture. Mais en fait, il faut savoir que de base, les jantes sont vraiment pas mal en noir, elles ont un design sympa, surtout avec les jantes de 19 pouces, c'est pas forcément nécessaire de prendre l'option à 2100 € avec les jantes Helix 2.0 qui coûtent quand même assez cher. Arches de roue jupe latérale qui sont en plastique noir. Il y a 5 teintes de carrosserie, poignées de porte qui sont affleurantes de couleur noire. En noir aussi, on a aussi le contour des fenêtres, le pilier B du véhicule. Et puis on a sur notre modèle, et ça c'est de série d'ailleurs sur les modèles Y, vitres arrière et lunettes arrière qui sont surteintées. Rétroviseurs qui sont chauffants, électriques et rabattables, bien sûr électriquement, avec une fonction d'obscurcissement automatique pour éviter de vous éblouir. On retrouve ici sur le pilier B du véhicule une caméra, on a aussi une ici à côté de l'arche de roue avant. Ça vous permet d'utiliser bien sûr les fonctions d'aide au stationnement, mais aussi ce fameux mode sentinelle. Mode sentinelle qui vous permettra, si vous avez plus de 20% de batterie, de voir tout ce qui se passe autour de votre véhicule. Et c'est utilisable surtout avec l'application Tesla. Sinon, peu de changements par rapport à la première génération sur la partie latérale. La trappe de recharge, elle se situe toujours à l'arrière gauche du véhicule. On a une batterie lithium-ion à refroidissement liquide et surtout une puissance de recharge sur cette version grande autonomie de 250 kW et sur la version propulsion qui est dans l'offre de Biv, là ce sera 175 kW. Donc si je me concentre sur celle que j'essaye, 250 kW, vous pourrez récupérer en 15 minutes, écoutez bien, 266 km d'autonomie. Il faut savoir aussi une des grandes forces de Tesla, vous le savez comme moi, c'est bien sûr son réseau de recharge rapide qui est tout simplement, encore en 2025, le plus grand réseau de bornes de recharge rapide dans le monde. Et quand vous êtes utilisateur de voitures électriques, d'avoir accès, en plus du réseau déjà existant, des infrastructures déjà existantes, à ce réseau supplémentaire Tesla, c'est quand même une force pour le constructeur américain, mais surtout pour ses propriétaires.
Les plus grandes évolutions, elles sont sur l'arrière, hein, parce que là, vous avez quand même tout qui a été repris, le haillon, la signature lumineuse, le diffuseur de la voiture. Ils ont été revus pour améliorer surtout la traînée et donc améliorer l'efficience énergétique de la voiture et augmenter son autonomie. C'est pas que esthétique, hein, c'est aussi technique. Cette très large signature lumineuse, c'est une des plus larges du marché, hein, 1,60 m de large. Et surtout, c'est la première création en série au monde d'un système d'éclairage indirect à réflexion externe. En gros, il projette la lumière du feu sur une applique spécifique où est inscrit le nom de la marque Tesla. Là aussi, hein, en termes d'esthétique, je trouve que par rapport à l'ancienne génération, là, ils ont quand même fait un effort considérable sur la partie arrière. Et sachez que pour 1 350 €, vous pourrez opter pour un crochet d'attelage qui vous permettra de tracter jusqu'à 1,6 tonne. Dans le coffre, quelques nouveautés. Déjà, ouverture et fermeture du haillon électrique. Alors, c'est soit avec la poignée, soit avec votre application, soit directement via l'info divertissement. 2138 litres d'espace maximum dans cette nouvelle génération. C'est 20 litres de moins que la précédente, c'était 2158 sur la précédente. On a 854 litres d'espace dans le coffre dans cette configuration avec un couvre-bagages. Dans le coffre avant, vous avez 117 litres et le coffre avant, il n'y a pas de commande d'ouverture mécanique. Donc il faudra soit l'ouvrir via l'infodivertissement, soit via votre application Tesla. On a toujours une place considérable dans ce coffre, avec un rangement pour les câbles, mais vous pouvez mettre bien d'autres choses que des câbles. On a aussi des rangements latéraux qui sont très profonds. Il y a au moins un bon 25-30 cm de chaque côté. Vous avez la banquette de la deuxième rangée qui est rabattable électriquement. Vous avez juste, via ces commandes à appuyer, elle se baisse et elle se relève électriquement. Ça, c'est un bon point. Je crois que c'est tout simplement l'un des seuls modèles, voire peut-être le seul modèle de sa catégorie sur les SUV de cette taille en 100% électrique à proposer ce genre de modularité automatisée. Et c'est pas un détail pour moi, hein. Quand par exemple vous êtes avec vos enfants, vous devez charger quelque chose dans le coffre et vous devez baisser la banquette arrière, ça vous évitera de devoir passer par les portières arrière. En restant à l'arrière, vous pourrez facilement les baisser et rentrer quelque chose assez facilement dans votre coffre. Et puis à ce niveau de litrage, de taille dans le coffre, ça en fait encore et toujours en 2025, 5 ans après le lancement de la première génération, l'un des SUV, voire peut-être encore le SUV avec le plus d'espace de coffre. 2138 litres, hein, je vous le rappelle, c'est juste colossal. Bien sûr, pour le fermer, ça se passera juste ici. Sur les dimensions, il évolue que sur la longueur, 4,79 m, c'est 4 cm de plus que la précédente génération. Et si on prend la version propulsion, c'est 1901 kg sur la balance. Alors 6 kg de moins par rapport à l'ancienne génération, c'est toujours ça de prix, hein, puisque on le sait souvent, les SUV 100% électriques concurrents sont quasi systématiquement au-delà des 2 tonnes, il faut quand même le préciser. 1,98 m en largeur, en rétroviseur, 1,62 m en hauteur. On garde un gabarit quasi identique, sauf en longueur. Au niveau de ces moteurs, je dis ces moteurs car là on est sur une version dual motor, transmission intégrale, moteur synchrone à aimant permanent sur l'arrière, moteur à induction sur l'avant. La puissance, elle n'est pas communiquée par Tesla, hein, comme depuis toujours d'ailleurs, ils ne communiquent jamais là-dessus. Selon pas mal de spécialistes, il est donné aux environs, cette version en transmission intégrale grande autonomie, aux environs des 450 chevaux. Pour vous donner un ordre d'idée, vitesse maximum 201 km/h, c'est 16 km/h de moins que la précédente génération, mais ça s'améliore sur les accélérations, le 0 à 100 km/h. Et si on prend la version grande autonomie classique dual motor, c'est 4 secondes 8. Et la version propulsion, 5 secondes 9. Et la propulsion grande autonomie, 5 secondes 6. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça accélère comme une voiture de sport d'il y a 10 ans. Sur la consommation, elle est annoncée à 14,8 kWh au 100 km. C'est quand même 1,6 kWh de moins au 100 km que la précédente génération. C'est tout de même à noter. Autre point, l'autonomie, 586 km annoncés par Tesla sur la version que je vous présente. Et la version propulsion, elle, c'est 500 km annoncés. Et vous avez une propulsion grande autonomie, donc qui a un seul moteur, mais qui a une plus grande batterie. Et elle peut atteindre jusqu'à 622 km selon Tesla. En version propulsion, c'est la version de base, motorisation de base, 44 990 €. Il est toute option. Il n'y a rien à rajouter à part peut-être la peinture métallisée et des jantes, si vous souhaitez des jantes, mais vous pouvez le prendre en blanc avec les jantes de base et il sera déjà très bien. Donc 44 990 €. La version propulsion grande autonomie, 46 990 €, seulement 2000 € de plus. Et la version que j'essaie, grande autonomie, transmission intégrale, mais la classique, pas la Launch Edition,
c'est 52 990 €. Sachez qu'il n'y a pas encore de score environnemental sur cette nouvelle génération du Tesla Model Y, ça devrait tomber courant mars 2025. Étant donné qu'il a des émissions de CO2 qui sont nulles, il n'y a que les versions propulsion et propulsion grande autonomie qui devraient bénéficier de bonus écologiques en fonction de votre revenu fiscal de référence. Sachez que cette nouvelle génération du Tesla Model Y, celles qui sont commercialisées sur l'Europe, sont fabriquées dans l'usine Gigafactory Tesla de Berlin-Brandebourg. Et oui, forcément, vous le savez, il y a des enjeux aussi fiscaux, commerciaux à produire directement dans le pays où on commercialise ces voitures, et ça Tesla l'a bien compris. Passons maintenant aux places arrière. Il y a pas mal de changements. Alors vous allez voir, je vais vraiment rentrer dans le détail pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée des améliorations, des évolutions par rapport à la précédente génération du modèle Y. Alors déjà, les ceintures de sécurité sont plus accessibles. En gros, elles sont juste ici. Vous n'avez pas besoin, comme sur l'ancien, de vous contorsionner. Vous avez juste à lever la main et vous y avez accès. On a une assise qui est plus longue et un espace au genou qui a été agrandi. Il y a toujours beaucoup d'espace en dessous des sièges avant pour positionner vos chaussures. Même si vous avez des grosses chaussures comme les miennes, vous n'aurez pas trop de soucis pour les positionner en dessous. Et même si vous allez des bottes ou vous allez au ski, vous pourrez mettre vos chaussures de ski à l'arrière sans aucun souci sous les sièges. Ça, c'est quand même un bon point, d'autant plus qu'il y a un plancher complètement plat à l'arrière. Donc la personne assise au centre aura elle aussi pas mal de place, même si ce sera un petit peu en retrait par rapport aux places de droite et aux places de gauche. Sellerie en cuir vegan couleur noire sur notre modèle d'essai. Elle peut être blanche pour 1190 € en option. On a un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Vous avez la banquette arrière qui est rabattable en 60-40 électriquement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et aussi les bonnes nouvelles, vous pouvez faire varier l'inclinaison du dossier du siège. Hop, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez le mettre comme ça. On a toujours quand même des appuis-têtes extrêmement durs. Alors je sais que sur internet, en aftermarket, ils vous proposent des sur-appuis-têtes beaucoup plus moelleux. Et il y a beaucoup d'utilisateurs de Tesla qui les achètent d'ailleurs. On a bien sûr ces rangements, des poches aumônières qui sont juste ici. Je les trouve un petit peu trop rigides pour ranger des choses. Mais bon, au moins ça maintiendra les éléments que vous y mettrez assez facilement. On a un écran tactile de 8 pouces. Vous pourrez régler la climatisation, le chauffage des sièges. Vous pouvez aussi accéder à votre musique. Vous pouvez accéder à Netflix, YouTube, Twitch, au tutoriel de Tesla et aussi à vos jeux. Ça, c'est plutôt pas mal. Juste en dessous, on a 2 prises USB-C et qui chargent à 65 watts. Donc, vous pourrez recharger un ordinateur portable sans trop de soucis. Ciel de toit de couleur gris clair. Ça ne change pas. Ils auraient quand même pu le changer. Ça aurait ajouté, je pense, une touche d'exclusivité. Toujours pas de toit ouvrant. Et puis, on a un nouveau verre qui a été installé dans ce toit panoramique qui réfléchit jusqu'à 7 fois plus l'énergie solaire. Ce verre s'appelle le verre LOI. Donc LOW-E. En gros, l'idée globale, c'est de pouvoir maintenir une température agréable à l'intérieur de l'habitacle malgré l'absence d'un rideau occultant de ce toit panoramique. Et on a aussi un système de climatisation qui fonctionne en émettant moins de bruit que sur l'ancienne génération. Sur le confort de l'assise, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a une garde-toit qui est vraiment très généreuse. En revanche, je trouve à titre personnel que, bien que les sièges soient confortables, je ne vais pas dire le contraire, le dossier des sièges est assez ferme. On a une assise qui est bonne, assez moelleuse, mais le dossier, je le trouve assez ferme. Et puis c'est accentué par la présence d'appuis-têtes, là aussi très ferme. Rien de rédhibitoire, je vous rassure, mais certains de ses concurrents font maintenant en 2025 un petit peu mieux. Sur les contreportes, on a cette lumière à LED qui est dans le prolongement en fait de la lumière qui est à l'avant du véhicule. Je vais vous la montrer d'ici quelques instants. Simili-cuir, sur piqûre contrastée. On a cet insert décoratif en tissu gris chiné. Ça lui va assez bien. On a de l'alcantara juste ici, de la peau retournée. Surtout, on a des plastiques de très bonne qualité sur le haut de la contreporte et sur le bas de la contreporte, avec même de la feutrine juste ici. Là, sur ça, ils ont fait un énorme effort. Quand on regarde certains de ses concurrents, même allemands, sur les contreportes à l'arrière du véhicule, Tesla aujourd'hui propose une qualité de finition qui est supérieure à des références premium allemandes. C'est dire, donc là ils ont bien compris que leurs clients souhaitaient à ce tarif certes attractif et compétitif, quand même bénéficier d'une finition, d'un assemblage, d'une qualité de fabrication qui soit à la hauteur de leurs attentes. Et sur cette nouvelle génération, ils l'ont encore amélioré. Bien joué. Même constat sur les contreportes à l'avant, toujours un souci du détail et de la finition qui s'est quand même amélioré. On a un système audio à 16 haut-parleurs plus subwoofer
avec des haut-parleurs qui sont quasi invisibles grâce à un matériau textile transparent qui est développé par Tesla et qui complète l'esthétique assez épurée de l'habitacle. Et ça améliore surtout encore les performances audio. Seuils de porte qui sont noirs, badgés modèle Y. Les sièges, ils sont redessinés, type baquet un petit peu, avec les appuis-têtes intégrés, supports latéraux qui sont renforcés, réglables électriquement. Ils sont chauffants et ventilés, ça c'est nouveau par rapport à l'ancienne génération, et c'est surtout de série. Sur les sièges, alors ils sont plus typés sport, je trouve, par rapport à l'ancienne génération. Donc on a un meilleur maintien au niveau du buste, du haut du corps. Sur la partie basse, ça se ressent pas trop, je vous avouerai, même si on a des galbes qui sont assez prononcées. Le confort des sièges, je trouve que ça s'est amélioré par rapport à la précédente génération. Ils sont plus moelleux, plus accueillants. Mais encore une fois, si je prends un Xpeng G6, qui est une des références aujourd'hui, le Xpeng est un petit peu au-dessus en termes d'accueil et de confort. Rien de rédhibitoire, encore une fois, à l'avant du véhicule. Et là aussi, moi j'y suis sensible parce que j'aime bien le côté moelleux d'un siège. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent le côté ferme avec un bon maintien d'un siège, d'une assise. Ce sera à vous de choisir entre de la fermeté ou un peu plus de moelleux. Mais une chose est certaine, c'est que même avec cette légère fermeté supplémentaire, si je le compare à ses concurrents, ce nouveau Tesla Model Y reste quand même une voiture avec laquelle vous prendrez plaisir à enchaîner des centaines de kilomètres. Donc niveau confort, je valide. Volant avec molette métallisée, plus des commandes haptiques. À droite, on a la commande vocale, le régulateur de vitesse et aussi la caméra. Et à gauche, les appels de phare et l'essuie-glace. C'est hyper épuré. On a un Komodo à gauche du volant, qui n'est pas sur la Model 3 d'ailleurs, avec un nouveau levier de clignotant. Il est chauffant de série, réglable électriquement en hauteur et profondeur, directement via l'info divertissement. Donc vous n'avez pas de commande autour de la colonne de direction. Il faudra aller dans le menu ici, contrôle et ensuite direction. Et avec la molette de gauche, vous pourrez régler très précisément votre volant. Boîte de vitesse qui est sur l'écran d'info divertissement directement. Sachez que le véhicule il peut détecter avec une pression sur le frein si vous souhaitez avancer ou reculer. Toujours pas d'affichage tête haute ni de compteur face au conducteur. Dommage car on est obligé quand même de dévier un petit peu le regard de la route comme sur l'ancienne génération. Alors après c'est une habitude. Il y a un bandeau à LED avec des couleurs réglables qui fait quasiment tout le tour du véhicule. Il est à l'avant dans les contreportes avant et aussi sur les contreportes arrière. La planche de bord, elle a été revue avec des inserts en alu brossé et un habillage textile avec ce gris chiné. Ça lui va assez bien. Entre ça et les couleurs, ça apporte quand même une touche de modernité. On a un écran d'info divertissement central de 15,4 pouces, très réactif, j'insiste là-dessus. Tesla est reconnu quand même pour la réactivité de ses écrans, mais alors celui-ci ne déroge pas à la règle. Il est plus lumineux et puis on a des bords qui sont plus fins qu'avant. Surtout, il est équipé d'un microprocesseur qui est ultra puissant. On a le réglage du flux d'air et de la température via l'écran, bien sûr, comme toujours. Et vous pourrez activer le chauffage du volant et puis aussi le chauffage et la ventilation des sièges. Et pareil pour l'arrière, où là, vous pourrez aussi activer le chauffage des sièges arrière à partir des places avant. On a un planificateur de trajet intelligent, toujours. Donc ça, c'est vraiment hyper bien fait. On va mettre par exemple Nice. Il calcule l'itinéraire et il va me dire où m'arrêter. Donc il y a un planificateur automatique, c'est vraiment top. Et ça, vous n'avez pas besoin en fait de prévoir via une application ou quoi que ce soit. C'est directement automatiquement planifié dans ce système. Ça, c'est super quand vous commencez à faire de longs trajets. Amélioration des microphones pour une meilleure qualité d'appel. On a aussi une connexion Wi-Fi plus Bluetooth avec le téléphone qui est améliorée. On a 2 chargeurs à induction qui sont sous l'écran avec une surface antidérapante qui est en silicone. Console centrale avec un revêtement en aluminium. On a un rangement qui est très profond avec un couvercle rabattable, prise 12 volts, 2 portes gobelets, un accoudoir central avec un rangement, une prise USB-C. Bon, en résumé, il y a quand même beaucoup plus de raffinement à l'intérieur et surtout des matériaux haut de gamme durables qui ont été ajoutés. C'est assez subtil l'évolution, mais elle est quand même notable. Passons maintenant à l'essai routier. Ça, c'est une partie qui est très attendue par les futurs propriétaires de cette voiture. Et surtout, un des points les plus importants, c'est bien sûr, comme sur beaucoup de voitures et de SUV 100% électriques, la qualité de ces suspensions. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les suspensions ont été reprises de la Model 3, la toute dernière Model 3, qui déjà avait été grandement appréciée par tous les gens qui l'avaient testé pour la qualité
ces suspensions. Celle-ci aussi, elle s'est améliorée grâce à ça. On a une double fourchette à l'avant, essieu multibras sur l'arrière, avec barre anti-roulis aussi à l'avant. Mais surtout, le châssis il a été amélioré avec une structure de carrosserie qui est encore plus rigide. Alors ça lui permet, un petit peu à la manière de l'ancienne, mais de manière encore plus précise, à apporter plus de précision de conduite et un maintien de cap que je trouve plus sain et naturel que sur l'ancienne génération. Déjà, l'ancienne était quand même, pour un SUV 100% électrique, une bonne routière, dans le sens où quand vous souhaitiez un peu la cravacher dans le sinueux, elle acceptait sans rechigner et elle se mettait à la tâche avec vigueur et dynamisme. Ça, c'est vrai. Et celle-ci, c'est encore amélioré. Alors, le dynamisme, j'ai envie de vous dire, sur un SUV 100% électrique, c'est pas trop ce qu'on va aller chercher, même si de temps en temps, c'est agréable d'avoir une voiture qui a un comportement routier, un agrément de conduite agréable. Ce qu'on va vraiment chercher, c'est le confort. Et sur le confort, c'est vrai, on ressent une amélioration du confort de ces suspensions, de ces amortisseurs par rapport à la précédente génération, et c'est quand même assez notable. Pour autant, c'est un véhicule qui pèse 2 tonnes à vide et qui, il est vrai, a un réglage de suspension plutôt ferme par rapport à un équivalent 100% thermique qui va quand même peser quelques centaines de kilos en moins. Dès qu'on va arriver sur des aspérités ou des défauts de la chaussée, on ressent quand même une certaine fermeté dans les suspensions. Donc elle est mieux que l'ancienne génération de modèle Y, ça c'est certain, mais on n'arrive pas encore sur la souplesse, ce côté moelleux qu'on pourrait retrouver sur un SUV équivalent qui pèse 1,6 tonne. Après, j'essaye d'être tatillon pour vous donner vraiment des ressentis précis sur le véhicule, mais c'est ce que j'ai remarqué après plusieurs dizaines de kilomètres à son volant sur beaucoup de routes départementales. Autre point, la direction. Je sens que la direction est un poil plus légère que sur l'ancienne génération et donc du coup, je trouve que ça va mieux avec la philosophie du véhicule. Encore une fois, on achète ce genre de voiture pour son confort, son agrément de conduite, un petit peu moins pour son dynamisme et son retour d'information au niveau de la direction. Et c'est vrai que ça, c'est un bon point. Au niveau du diamètre de braquage, en revanche, j'ai pas trouvé que le véhicule avait un diamètre de braquage court et donc facilitait grandement les manœuvres dans les espaces étroits. Rien d'alarmant et surtout rien de différent par rapport à l'ancienne génération, mais ça n'a pas été amélioré. Et vous n'avez pas de roue arrière directrice sur ce SUV 100% électrique, donc là aussi, les manœuvres, d'un moment, il faudra un petit peu jouer de la direction. Alors dans les manœuvres, un point à noter, c'est que vous n'avez pas de sélecteur de vitesse à la main. Donc vous avez un sélecteur de vitesse qui est uniquement digital via l'écran d'infodivertissement. Et c'est vrai que dans les manœuvres, c'est un coup à prendre. On est tout le temps à monter, descendre si vous faites des manœuvres en avant, en arrière. Bon, c'est un petit peu particulier. Il faut s'y faire au début, mais ça vient assez rapidement. Petit bémol, il faut le reconnaître, il n'y a pas d'affichage tête haute et pas d'écran d'instrumentation. Donc là aussi, il faudra à chaque fois tourner le regard vers l'écran du centre. Heureusement, ils ont bien positionné la vitesse et l'indication de rapport engagé. Donc vous n'avez pas non plus besoin de baisser la tête tout en bas, mais il faut un petit peu la baisser à chaque fois, ça ne tombe pas dans votre champ de vision. Le châssis, il était reconnu pour ses qualités dynamiques sur l'ancienne génération, celui-ci l'est tout autant. Et surtout ce que j'ai apprécié, bonne répartition des masses, une bonne maîtrise de la prise de roulis et de l'effet de tangage dans les virages, malgré ce poids de 2 tonnes. Alors sur le poids, par rapport à pas mal de ses concurrents, il se positionne assez bien. La plupart de ses concurrents, ils sont au-delà des 2 tonnes. Quand lui, il est juste en dessous de cette barre fatidique des 2 tonnes sur la balance. Et ça lui bénéficie grandement, d'autant plus qu'on a une répartition des masses qui est excellente avec des batteries qui sont positionnées dans le plancher du véhicule. Sur l'insonorisation, ça, c'est ultra notable. Sur autoroute surtout, tout à l'heure j'ai pris l'autoroute, Tesla indique que l'insonorisation, l'isolation phonique ont été améliorées de 20 à 22% et on le ressent immédiatement. Les bruits d'air ont été réduits, les bruits de roulement ont été réduits. En fait, l'expérience de conduite du conducteur, elle va forcément s'en ressentir et s'améliorer. On est immédiatement plongé dans un cocon de silence avec cette voiture. Ce sera agréable pour bien sûr le conducteur, mais aussi ses passagers et ses enfants. Même quand on roule à 60-70 km/h, on ne ressent pas la vitesse. Alors c'est plutôt pas mal pour l'ambiance à bord de cette voiture. Ça l'est un petit peu moins pour votre permis de conduire, dans le sens où, c'est vrai, à des moments, je ne me rendais pas compte des vitesses auxquelles je roulais. Donc soyez vigilants quand même avec cette insonorisation qui s'est nettement améliorée. Les modes de conduite, il n'y en a que 2. Il faut aller dans dynamique. Vous avez confort et standard. Ils sont
assez marqué. Ils vont jouer sur la réactivité de la pédale d'accélérateur. Après, là encore une fois, hein, c'est pas du tout la philosophie de la voiture, mais si vous souhaitez vous amuser de temps en temps, vous pourrez le faire. Sur la décélération, ça concerne en fait les niveaux d'intensité de régénération du freinage. Donc vous pouvez être en réduit, donc en gros en réduit vous levez le pied de l'accélérateur, il ne va pas se passer grand chose, la voiture est quasi en roue libre. Et si vous mettez en standard, donc là en standard vous allez lever le pied de l'accélérateur et la voiture va appliquer un léger freinage. Ça va vous permettre d'augmenter votre autonomie surtout. Après c'est juste un petit peu désagréable dès qu'on lève le pied de l'accélérateur. Moi je suis pas très fan, c'est un peu comme le système One Pedal, mais en plus léger quand même. Le système One Pedal, il y a vraiment un freinage prononcé qui est appliqué sur le véhicule. Bien sûr le mode anti-patinage, vous pouvez le mettre en mode automatique, mais vous pouvez aussi l'ajuster sur 2 autres niveaux. Il y a surface glissante et assistance tout-terrain pour qu'il soit moins intrusif dans votre conduite. Et sur la direction aussi, il y a pas moins de 3 niveaux de réglage, donc souple, standard et dur. Le confort des sièges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve que là aussi, ils se sont améliorés sur le confort des sièges sans non plus atteindre le niveau ultra élevé de confort de certains de ses concurrents. Ça aussi, ils auraient dû peut-être, j'espère que ce sera le cas sur la prochaine génération de Tesla, s'ajuster et s'aligner à ce qui se fait aujourd'hui de mieux en 2025 dans le segment des SUV 100% électriques. On a toujours les 3 niveaux d'autopilote qui sont proposés. L'autopilote standard qui est de série, l'autopilote amélioré qui coûte 3 800 €, qui lui vous apporte le changement de voie automatique, la sortie auto intelligente et aussi le parking automatique, 3 800 € tout de même. Et on a cette option qui ne sert pas à grand chose selon moi, la capacité de conduite autonome qui elle coûte 7 500 €, qui en France n'est pas activable à 100% comme aux États-Unis. En gros la seule chose que ça va vous apporter, ça fait quand même cher l'équipement, c'est que ça va pouvoir adapter le dynamisme du véhicule en fonction des situations de conduite, de la typologie de panneau qui va se présenter en face de vous lorsque vous êtes avec votre régulateur de vitesse dynamique. Donc pour moi, l'autopilote amélioré, oui, à 3 800 €, la capacité de conduite autonome en France, à l'heure actuelle, en 2025, ça ne sert pas à grand chose. Sur les performances, on va faire une petite accélération, un 0 à 100 s'impose. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Ah, ça accélère vraiment fort. 4 secondes 3 de 0 à 100 km/h. On est sur des performances de Porsche 911 d'il y a à peine une quinzaine d'années. Une 997, ça faisait à peu près 4 secondes 6, 4 secondes 7 de 0 à 100 en version Carrera S. Donc on se rapproche de valeurs de voitures sportives. Les reprises sont tout aussi impressionnantes. Elles ne sont pas en phase en fait avec le design du véhicule. On ne s'attend pas quand on rentre dans un véhicule avec un tel design à avoir des accélérations aussi vigoureuses. Donc on a un véhicule discret, confortable, habitable, un niveau de freinage qui est assez bon, même si j'aurais préféré un peu plus de mordant sur la pédale de frein. Des aides à la conduite qui sont quasi identiques à la précédente génération, si je parle de l'autopilote amélioré. Un niveau de confort qui a été amélioré grâce à ces nouvelles suspensions. Et surtout, ce qui m'a vraiment marqué, au-delà du confort des suspensions, c'est la qualité de l'acoustique, de l'insonorisation de la voiture. Ils ont fait vraiment un bond en avant avec ça. Et je pense que beaucoup de clients vont y être très sensibles. Autre élément aussi qui s'est amélioré, c'est le verre solaire qu'ils ont ajouté sur ce toit panoramique. Je croyais que c'était un gadget et en fait, c'était bien qu'aujourd'hui il fasse très beau, avec beaucoup de soleil, car j'ai senti aussi que l'habitacle se réchauffait moins que sur l'ancienne génération. Preuve que le nouveau verre solaire qu'ils ont installé sur ce toit panoramique fait super bien le job. C'était aussi une des critiques sur l'ancienne génération. Dès qu'il commençait à faire très chaud, même si vous mettiez la climatisation au max, bon, ça pouvait un petit peu réchauffer l'habitacle de manière désagréable. Est-ce que c'est un sans faute sur la partie de l'essai routier? Je pense pas, car à titre personnel, j'aurais aimé des suspensions pilotées ou des suspensions pneumatiques qui auraient justement apporté une étendue de l'utilisation de ces suspensions et surtout des qualités dynamiques de cette voiture qui pourraient convenir à un public encore plus large pour des utilisations encore plus extrêmes, tant sur le confort que le dynamisme, voire quasi le sport. Peut-être que la version performance de cette nouvelle génération du modèle Y nous apportera ce supplément d'âme, mais selon moi, la suspension pilotée ou la suspension pneumatique, pour la prochaine génération, même en entrée de gamme, il faudra que Tesla y songe très sérieusement
car ça pourrait lui permettre, avec les qualités qu'elle présente sur cette nouvelle génération, de faire le sans faute la prochaine fois. On n'est pas très loin de rendre une copie quasi parfaite. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle génération du Tesla Model Y, modèle sans doute le plus attendu de l'année 2025 en France. Je ne pense pas prendre de risque en disant ça. Bon, malgré ça, j'ai quand même trouvé pas mal de défauts. Vous me connaissez quand même. Alors sur ces défauts, pas de bonus écologique sur cette version grande autonomie à transmission intégrale. Toujours pas d'affichage tête haute. Pas de toit ouvrant, on reste sur des toits panoramiques. Et puis on n'a pas de suspension pilotée, même à ce niveau de gamme. Je pense qu'il faudra attendre la version performance pour bénéficier de suspension pilotée. Mais c'est vrai que le châssis est bien, l'amortissement l'est tout autant. Et puis on a des performances qui, dans certaines situations de conduite, vous incitent à un petit peu aller vite en fait. Surtout dans le sinueux. La voiture, elle est bien née au niveau de son châssis. On a envie de s'amuser avec de temps en temps. Les sièges, bien qu'ils soient confortables, je trouve qu'ils sont en retrait par rapport à certains de ses concurrents. Je pense au Xpeng G6 que j'avais essayé il y a quelques temps. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas confortables, c'est juste que Xpeng a mis un tel niveau de confort dans ses sièges qu'il faut quand même le noter. Cette nouvelle génération reste en deçà de ce que fait Xpeng. Et même BYD commence à être assez fin sur la typologie de sièges qu'il propose dans ses modèles. Et là aussi, Tesla a fort à faire avec ses deux concurrents chinois. Et puis moi, j'aurais aimé à titre personnel des jantes à bâton. Ça lui aurait donné un look hallucinant. Et malheureusement, ou sinon les jantes de base, qui sont pas mal, mais il aurait fallu peut-être proposer un modèle de jantes supplémentaire. Je pense que ça aurait pu plaire à beaucoup de ses propriétaires. J'aurais à titre personnel ajouté des encerclements de passage de roue et des jupes latérales en peinture carrosserie. Je suis un petit peu tatillon, mais bon, forcément, c'est la voiture la plus vendue au monde. Il faut quand même lui trouver des défauts. Ensuite, forcément, il y a beaucoup de qualités. Déjà, capacité d'emport hallucinante, 2138 litres, même si elle a baissé par rapport à la précédente génération de 20 litres. Ça reste tout en haut du panier de sa catégorie, loin devant tous les autres. Et c'est aussi une de ses forces. Alors là, je pense que je vais mettre tout le monde d'accord. Rapport prix, équipement, autonomie, performance, imbattable. Voilà, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est ce qui a fait le succès de la première génération et c'est ce qui fera, en théorie, le succès de cette deuxième génération. Mais ça, je vais y répondre en détail d'ici quelques instants. On a aussi des tarifs en location longue durée grâce à une valeur résiduelle qui est calculée avec un niveau assez élevé par les sociétés, les établissements de financement qui est réputé comme étant élevé. Forcément, on a des loyers qui sont compétitifs, notamment avec l'offre BIV dont je vous ai parlé en début de vidéo. Merci à eux encore de sponsoriser cet essai. Le design qui s'est grandement amélioré, ça aussi c'est un de ses points forts. Et pourtant, ceux qui ont vu mes anciennes vidéos du Tesla Model Y, bon, on ne pouvait pas dire que les anciens étaient super sexy et pourtant ils se sont super bien vendus. Bon là ils ont corrigé le tir. Et avec une belle manière, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, un réseau de recharge le plus développé au monde. Là aussi, c'est ce qui fait le succès du Model Y. C'est comme si Tesla avait essayé de faire une voiture parfaite. Bon, ils n'y sont pas arrivés puisqu'elle a quand même pas mal de défauts, comme vous pouvez le voir. Mais là, petit à petit, notamment avec l'évolution de l'esthétique, ils vont peut-être finir, je dis bien peut-être finir, par s'en approcher. Alors j'ai posé plusieurs questions en début de vidéo. Déjà sur ses fonctionnalités, je vous les ai présentées dans toute la vidéo. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à s'imposer face à des concurrents qui ont les dents de plus en plus acérées? Forcément, je pense à BYD et Xpeng notamment, mais pas que, il y en a d'autres aussi, notamment chez les Allemands. Et surtout, est-ce qu'elle va continuer à trôner à la première place du podium de la voiture la plus vendue au monde? J'ai pris plusieurs critères pour répondre à ces questions de manière précise. Premier critère que j'ai pris, c'est le design. Et sur le design, n'en déplaise aux ultra fans de la marque américaine Tesla, c'est pas ma préférée. Moi, mes préférés, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres essais, d'ailleurs, essais que j'ai réalisés de ces voitures, il y a le Peugeot i3008, que je trouve splendide. Renault Scénic E-Tech, dernière génération. Là, c'est pareil, je suis chauvin, j'aime bien les marques françaises, mais je les trouve magnifiques, ces deux voitures, elles sont superbement réussies. Et après, il y a aussi le Xpeng G6, qui est pas mal, que je trouve un petit peu plus jolie que celle-ci. Je pense que ce modèle Y, ils ont quand même fait un gros effort niveau design, donc je ne le mettrai pas à la première place. Je le mettrai peut-être entre la 3e et 4e place. Deuxième critère, les performances.
même si Tesla communique pas sur les performances, c'est environ 450 chevaux sur la version que j'essaye. Si je prends le Renault Scenic E-Tech, ça va jusqu'à 220 chevaux. Hyundai Ioniq 5, ça va jusqu'à 650 chevaux, mais avec le Ioniq 5N. Kia EV6, c'est jusqu'à 585 chevaux pour le V6 GT, mais ça démarre à 170. Volkswagen ID4, c'est 170 chevaux en base, mais ça monte à 340 chevaux. Et sur le Peugeot i3008, c'est de 210 à 230 chevaux pour le moment. Audi Q4 e-tron, de 285 à 340 chevaux. Et le Skoda Enyaq, c'est 286 chevaux. Xpeng G6 de 255 à 470 chevaux. Et le BYD Scion 7, c'est de 313 à 530 chevaux. Donc le Tesla Y restera même pour la motorisation propulsion l'un des plus puissants de cette catégorie en base. Il faudra vraiment attendre la version performance qui ira concurrencer les versions les plus sportives de Xpeng, BYD, Kia ou encore Hyundai. Sur son prix, à partir de 44 990 € en version propulsion. C'est moins que la Volkswagen ID4, que l'Audi Q4 e-tron, que le BYD Scion 7, le Skoda Enyaq Coupé, que le Kia EV6, mais c'est plus que le Renault Scenic E-Tech, la Hyundai Ioniq 5, le Xpeng G6 qui a 42 990 € en base, et que le Peugeot i3008 qui commence à 42 990 €. Mais ces modèles sont souvent moins bien équipés avec des moteurs beaucoup moins puissants. Sur l'autonomie, 586 km sur le modèle que j'essaye avec des jantes de 19 pouces et jusqu'à 622 km sur la grande autonomie propulsion. Donc là, c'est plus que le BYD Scion 7, que le Kia EV6, que l'Audi Q4 e-tron, que le Xpeng G6, que le Hyundai Ioniq 5 et que le Volkswagen ID4 et que aussi le Skoda Enyaq Coupé au passage. Mais par contre, c'est moins que le Renault Scenic E-Tech qui peut aller jusqu'à 623 km. Comme par hasard, 1 km de plus que la version propulsion grande autonomie. Et le Peugeot i3008 qui peut monter jusqu'à 701 km. Bon, c'est quasi la plus grande autonomie, mais c'est surtout le meilleur rapport autonomie-puissance du marché, car le Scenic et le i3008 ont plus d'autonomie, mais ils rechargent beaucoup moins vite. Et surtout, c'est pas du tout les mêmes performances. Puissance de charge, bon là il met une claque à tout le monde avec ses 250 kW dans cette version grande autonomie, puisque il n'y a que le Hyundai Ioniq 5 qui peut monter jusqu'à 272 kW et le Xpeng G6 qui monte à 280 kW, mais il est clairement dans une fourchette très haute. Une fois qu'on s'est dit tout ça, j'ai même pas pris comme critère l'espace de chargement, parce que là il est forcément premier, j'aurais pu le rajouter à tous ces critères. Donc est-ce qu'il va continuer à se vendre mieux que les autres, même si il y a deux critères qui vont un peu ralentir, si vous voulez, ce succès et qui vont peut-être l'empêcher de refaire ce qu'il a déjà fait en 2023 en termes de vente, 1,23 million d'unités vendues à travers la planète, c'est juste énorme. Les deux critères, ça va être bien sûr l'évolution des aides gouvernementales en France et dans le reste du monde, et aussi l'évolution des gammes des concurrents, avec les Xpeng et BYD notamment, qui certes, en Europe, aux États-Unis, manquent un petit peu d'image de marque pour le moment, mais qui arrive quand même, et il faut le reconnaître. J'ai essayé le Xpeng G6, j'ai essayé des BYD, pas le BYD Scion 7, mais j'en ai essayé des BYD, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces marques ont des réponses très pertinentes et efficaces, performantes, je trouve, par rapport à l'offre américaine. Il faut forcer de le constater, ça je ne peux pas dire le contraire. Donc c'est les deux éléments qui vont le freiner, mais pour autant, il va continuer à passer devant eux. Est-ce qu'il pourra aussi continuer à être à la première marche du podium dans la liste très prisée des voitures les plus vendues dans le monde? Là aussi, je pense que peut-être que le volume ne va pas être au niveau de ce qu'il a pu être les 2 dernières années. Encore une fois, à cause des évolutions des aides qui, dans certains pays, diminuent au fur et à mesure des années ou disparaissent complètement. Et il est vrai que le marché électrique, et ça c'est un fait de marché, je ne prends pas position en disant ça, est un marché dont les performances sont grandement facilitées et aidées par la mise en place d'aides gouvernementales du type bonus écologique comme on le connaît en France. Et comme ces aides ont quand même vocation à soit diminuer, soit être supprimées, comme je vous l'indiquais à l'instant, ça va forcément impacter le volume de ces ventes. Il continuera à être le véhicule 100% électrique le plus vendu dans le monde. Ça oui, je pense, sans hésiter. En revanche, peut-être que Toyota, avec la Corolla, va reprendre la main en 2025. On verra à la fin de décembre 2025 si j'ai raison, mais je ne pense pas trop me tromper. Cette nouvelle génération, elle ne révolutionne pas non plus le genre. Elle améliore un modèle qui était déjà très abouti, et elle le fait très bien. Mais on ne peut pas encore parler de révolution. Autant en 2020, quand il est arrivé, c'était clairement une révolution dans le segment des SUV, et surtout des SUV 100% électriques, autant celle-ci, elle améliore une version qui a 5 ans, mais elle ne la transfigure pas.
J'espère que cet essai vous a plu, les amis. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer cette nouvelle génération du modèle Y. C'est toujours un modèle que vous êtes nombreux à me demander en essai et c'est pour ça que je prends le temps de faire des essais détaillés. Et je remercie encore toute mon équipe qui a bossé avec moi sur la préparation de cet essai parce que c'est beaucoup de travail en amont. Donc merci à eux. Et puis surtout, merci à vous parce que c'est grâce à vous que ces vidéos, on peut les faire. Et c'est grâce à nos sponsors comme Biv dans cette vidéo. Et si vous commandez en ce moment, Biv vous fait une remise de 200 € sur l'installation de votre borne de recharge ou sinon il vous offre un câble de recharge d'une valeur de 200 €. Donc je vous ai mis en description de cette vidéo YouTube un lien. Vous avez juste à cliquer sur ce lien si vous êtes intéressé et à remplir le formulaire et vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Le Vendeur Automobile, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu si ce n'est pas encore fait, peut-être que vous l'avez fait en début de vidéo, mais si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, ça nous aide beaucoup et surtout ça me permet de vous proposer de plus en plus de contenu exclusif. Abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et aussi sur TikTok. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!